J'ai le même canapé rouge que Drucker, en fait. Elles se sont faites connaître par leur poitrine dénudée lors de manifestations en Ukraine. On les retrouve désormais à l'étranger, notamment ici, à Paris. Leur mouvement, baptisé Femen, vient d'y installer un centre d'entraînement consacré au nouveau féminisme. La nudité, c'est la liberté. Tout ce que les gens doivent voir chez nous, c'est de l'agressivité. Même si vous êtes nus, c'est possible, croyez-moi. Alors le phénomène des Femen, c'est pareil, ça marche avec tout ce que je dis. Hein. C'est un truc qui a été fabriqué de toutes pièces par la bande, on va dire, à Soros, hein, c'est-à-dire les mondialistes au service effectivement de cette vision qui rejoint celle d'Attali. Hein. On n'est pas où on prétend lutter contre les frontières pour des raisons généreuses et humanistes. En fait non, c'est le projet de domination mondialiste tel qu'il s'accomplit, et avec comment dirais-je, les substrats que je démontre dans Comprendre l'Empire. Et là, nous avons simplement une espèce d'équipe de putes ukrainiennes, hein, qui ont déjà scié des croix. Toujours anti-chrétiens et anti-national, hein, anti-chrétiens, anti-national, qui ont foutu un peu le bordel dans des lieux de culte chrétiens. Essayer un peu de diaboliser, de déstabiliser Poutine. Et puis là, d'un seul coup, qui débarque en France. Et avec, c'est du clé en main, hein. On n'est pas du tout dans la spontanéité gauchiste. Hein. On voit très bien que c'est entièrement financé, on leur prête des locaux. Les Femen ont élu domicile dans ce théâtre. Hello, bonjour, bienvenue. Notre QG est là-haut. C'est Ina qui nous reçoit. Elle a créé les Femen il y a 2 ans en Ukraine. C'est notre camp d'entraînement. On l'a ouvert il y a 1 mois. C'est le premier camp d'entraînement pour les militantes féministes. On a cette espèce de bande de putes ukrainiennes qui sont venues là pour, une fois de plus, pour accompagner une loi qui est très symbolique, hein, parce que le mariage gay et l'adoption par les gays, j'en ai déjà tout dit, ça touche 0,0001% de la population. Donc c'est même pas une clientèle électorale. Donc on n'est même pas dans le segment de marché électoraliste, on est dans le projet de destruction de civilisation. En détruisant le père, je l'ai déjà expliqué dans mes bouquins, la famille, le respect, la filiation, enfin tout ce qui fait une civilisation, ce qu'on appelle monogamique, exogamique, qu'on peut comprendre d'ailleurs par la question de l'Oedipe. Quand on voit que ça a un sens, effectivement, ce qui structure, effectivement, la civilisation, permet le surmoi, la morale, les valeurs, enfin, on peut creuser le sujet. Donc il y a vraiment l'oligarchie mondialiste, pour que les peuples se soumettent, doivent les détruire, c'est-à-dire détruire leur capacité de résistance. Donc féminisation, homosexualisation, c'est-à-dire un peuple, finalement, de consommateurs abrutis sodomites, au sens même symbolique. Nous sommes tous des enfants de PD, première, deuxième, troisième génération. Qui aiment bien se faire enculer, n'est-ce pas? Parce que finalement, ceux qui n'aiment pas se faire enculer ont tendance à résister à un pouvoir illégitime et brutal. Hein, voilà. Donc on voit bien que dans cette stratégie de mise au pas, on envoie les Femen. Et les Femen, voilà, c'est une espèce de truc sous sponsoring, entièrement piloté de l'extérieur de la France, sans aucune légitimité populaire ou de base, même à l'intérieur des homosexuels. D'une part, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est absolument pas une revendication majoritaire dans la communauté homosexuelle. La majorité de la communauté homosexuelle se moque éperdument de la question. Après, dans la partie qui reste et qui est minoritaire, il y a à peu près autant de pour que de contre. Et même des féministes, hein, voilà. Et alors, leur truc, c'est d'agresser une manifestation de masse de Français chrétiens catholiques. Sainte Marie,
d'ailleurs, je rappelle que la France est catholique, hein, au cas où ça échapperait même à monsieur Aziza, on est quand même... nous, les goïms chrétiens, en France, on est quand même ultra majoritaire, même si on se fait cracher à la gueule toute la journée par Charlie Hebdo, etc. etc. Voilà. Donc, on envoie ces putes habillées en putes, blasphémées, c'est-à-dire déguisées en bonnes sœurs avec j'encule Dieu, et qui balancent des espèces de bombes de trucs qu'ils appellent du sperme. Est-ce qu'on peut tout... Elles viennent perturber une manifestation autorisée de familles avec des enfants qui défendent les valeurs traditionnelles chrétiennes de la civilisation occidentale. Voilà. Et derrière, les médias vous disent que ces horribles cathos traditrades agressent ces féministes légitimes. Les féministes du groupe Femen, rouées de coups. Avec quelques journalistes, elles sont agressées et aspergées de gaz lacrymogène. On s'est retrouvés par terre. On était frappés par plusieurs hommes qui hurlaient. Ils se comportaient comme des bêtes. On est dans l'inversion totale, avec évidemment la Fourest qui là d'ailleurs se démasque quand même assez bien pour ceux qui veulent s'intéresser. Menteuse professionnelle qui prétend avoir été agressée alors que c'était des coups de pompe partout, dans les côtes, dans les jambes. Ils m'ont pourchassé pendant un bon moment. Ils m'ont remis à terre, ils m'ont retabassé, repassé à tabac. Et puis une troisième fois, des coups à la tête et dans le dos. Elle ne fait même pas l'effort de se maquiller le lendemain, de se présenter, de faire un constat. Moi, ce que j'ai vu comme journaliste, c'est des activistes qui sont arrivés seins nus avec des slogans humoristiques et plutôt sympathiques, se faire traîner à terre par des types en cagoulé qui les ont attachés par les cheveux, arrachés par les cheveux, traînés par terre, tabassés à coups de pompe dans la tête, dans les côtes. Elle ment ouvertement, sachant que l'oligarchie accompagne son mensonge. Elle sait qu'elle ne se sera pas contredite par les médias dominants, ce qui prouve bien voilà, comment... Elle sait quelle est sa place, quel est son pouvoir, par qui elle est protégée, etc. Donc on a cette espèce de manipulation où tout est inversé, c'est-à-dire que les braves gens qui défilent pour défendre la civilisation sont agressés par des agents de l'étranger, des espèces de folles hystériques, les nichons à l'air habillés en putes et en bonnes sœurs, enfin tout ce qui peut créer la stupeur, l'agacement chez des gens sainement structurés. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je reçois beaucoup de courriers, et quand je dis que les Femen sont des putes ukrainiennes payées effectivement pour empêcher les Français chrétiens avec une vision saine, finalement, de passer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des victimes d'une espèce de putsch oligarchique qui ne représente rien, parce que personne ne veut du mariage homosexuel et de l'adoption par des couples homosexuels, même pas les homosexuels. Alors pour faire passer les victimes pour des agresseurs, c'est toujours l'inversion accusatoire, comme Aziza qui me parle de haine, alors qu'il incarne communautairement le peuple de la haine et le peuple du racisme. Je rappelle, pour citer Gilad Atzmon, qu'un juif antiraciste, c'est un oxymore. Hein. And what is very, very interesting is that my biggest opponents are actually the Jewish left and the Jewish anti-Zionists, which is amazing. Because they realize that I was probably the first one to point out the Jewish left is an oxymoron. Because Jewishness is a racially oriented supremacist view, and left is the complete opposite. Right, right. C'est voilà, un juif, c'est un raciste. Voilà, il faut qu'il se pose des questions parce qu'il n'a pas compris d'où il venait. Et il peut y renoncer. Hein, voilà. C'est bien de faire ce petit rappel. Alors là, je reçois une lettre parce que je reçois beaucoup de courriers pour vous dire effectivement que les Femen ne sont pas que des putes ukrainiennes, il y a aussi des putes françaises dedans. Hein. Je vais vous lire la lettre. Bonjour, suite aux événements médiatiques qui se sont déchaînés sur nos chaînes concernant l'intervention musclée des Femen lors de la manifestation anti-gay, je me suis déjà exprimé sur leur mur sans aucune réponse de leur part. Bien évidemment, puisqu'il semblerait que ce mouvement qui prône soi-disant l'égalité homme-femme et la liberté de parole ne supporte pas la contradiction et ne se justifie jamais de manière cohérente concernant leurs actions qui font pourtant débat. En revanche, à titre plus personnel, j'ai des informations précises concernant la porte-parole Héloïse Bouton, qui a été ma compagne pendant plus de 3 ans. Celle-ci, alors que nous étions en couple, vendait ses charmes sur Internet, à mon insu bien évidemment, mettant en danger ma santé, étant donné que certaines des prestations sexuelles payantes proposées par Lisa Lise, Bellan et Luca, ça c'était ses pseudos, autant de pseudos dont elle usait sur la toile étaient non protégés. Voilà.
je n'ai jamais, hormis des démarches judiciaires privées, divulgué cette information à personne, n'ayant pas la volonté de lui nuire et ne voulant juste plus entendre parler d'elle. Malheureusement, les médias la rappellent à mon bon souvenir et je suis outré et profondément choqué de la découvrir sur mon écran de télévision à une heure de grande écoute sur une chaîne très médiatique, Canal+, le 19 novembre dernier, porte-parole et Mater Dolorosa d'un mouvement activiste féministe dont le slogan n'est autre que « La femme n'est pas une marchandise ». Voilà. Sur ce, je fais confiance à votre équipe pour rétablir la vérité concernant Femen et leur porte-parole. Je reste à votre entière disposition car je dispose de toutes les preuves de ce que j'énonce cordialement. Voilà. Donc c'est assez rigolo de voir aujourd'hui que le pouvoir oligarchique en est à recruter des putains ukrainiennes en plus, ça aussi c'est un pléonasme, hein. Voilà, pour soi-disant incarner des mouvements de revendication qui pourraient avoir une légitimité, c'est-à-dire l'égalité homme-femme. On est vraiment dans l'inversion satanique de toutes les valeurs et on arrivait à un niveau d'obscénité qui est assez terrifiant parce qu'on voit que c'est l'appareil d'État aujourd'hui et le pouvoir qui joue la carte de la déstabilisation, de la violence, de l'agression, hein. Là, c'est la ministre légitime les violences des Femen, des élus socialistes demandent la dissolution de Civitas, je crois. Sur Twitter, une députée PS de l'Hérault s'insurge et demande la dissolution de l'Institut Civitas. Civitas a publié un communiqué dans lequel ils expliquent que Mme Forest, la journaliste, avait qu'à ne pas être là. Donc on est vraiment face à des gens qui sont dans un déni de ce que c'est que la démocratie, et qui n'hésitent pas et qui n'hésiteront pas à avoir recours à la force. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans l'inversion totale. Il va falloir bientôt qu'on se fâche. Dernière chose, je rappelle que d'un point de vue légal et policier, ce qu'ont fait les Femen à la manif, c'est atteinte à la pudeur. On n'a pas le droit de se balader les nichons à l'air dans Paris. C'est agression en réunion. Hein, c'est trouble à l'ordre public parce que la manif Civitas était autorisée, elle non. Donc normalement, je vais rappeler à la ministre Belkacem, sans doute elle ne connaît pas très bien ce que c'est que la France. C'est vrai qu'on choisit maintenant des ministres systématiquement sur le critère qu'il faut qu'ils ne soient pas français ou anti-français. J'avais d'ailleurs, on m'avait reproché parce que j'avais dit que la ministre de la garde des Sceaux, Madame Taubira, j'avais dit qu'elle n'était pas française. Alors on m'a mal compris, c'est pas parce qu'elle vient de la Guyane que je dis qu'elle n'est pas française, c'est qu'en fait elle a commencé, son combat politique c'est le séparatisme guyanais. Je trouve étrange moi qu'un pouvoir politique nomme comme ministre de la Justice quelqu'un dont le combat était de lutter contre la France et de s'opposer à la France. Là on est vraiment dans l'inversion systématique, c'est-à-dire que nous n'avons plus dans l'appareil d'État et pour incarner le pouvoir français que des anti-français carabinés. Hein. Il faut se poser la question. On est très très loin de la France gaulienne. Hein. Voilà. Donc je rappelle que normalement, si la loi s'accomplit, qu'elle doit s'accomplir, c'est pas Civitas qui doit être dissous, et c'est les Femen qui doivent être envoyés au tribunal pour trouble à l'ordre public, coups et blessures, agression en réunion et atteinte à la pudeur. C'est ça la réalité. Et c'est quand même pas normal que ce soit moi, Alain Soral, de la rappeler à des ministres en exercice et à des députés issus du parti de la majorité qui a le pouvoir sur la France. C'est très inquiétant tout ça. C'était une visite exceptionnelle. François Hollande et Benyamin Netanyahou ont prononcé des discours, bien sûr, mais il y eut aussi des larmes et des accolades dans les locaux de l'école Oratora, où 3 enfants juifs et un enseignant avaient été assassinés par Mohamed Merah. Les Juifs de France doivent savoir que la République met tout en œuvre pour les protéger. La garantie de leur sécurité est une cause nationale. Rappeler à l'ensemble de nos concitoyens qu'il ne s'agit pas simplement des Juifs, il s'agit de ceux que nous avons de plus chers, de ceux à quoi nous croyons, nous sommes attachés, les valeurs de la République. Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël Chai. Nous avons eu quelque chose d'incroyablement horrible et obscène. Je vois à un moment donné que M. Netanyahou vient à Toulouse, la ville de M. Cohen, hein, vieux cathare de souche. Je suis désolé d'être obligé de le rappeler, mais voilà, c'est comme ça, quoi. C'est le festival, c'est la totale, quoi, le strike. Et effectivement, là, je vois pas les motivés s'insurger. Enfin, il n'a pas été empêché de débarquer. C'est un criminel. Il incarne l'extrême droite
de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il est à l'extrême droite d'un pays d'extrême droite, hein, c'est-à-dire d'Israël, pays d'apartheid, de suprémacisme racial, théologico-militaire, etc. C'est-à-dire qu'à côté de qui Le Pen est un gauchiste. Hein. Mais évidemment, M. Cohen et les indignés s'indigneraient que M. Le Pen vienne faire un meeting à Toulouse, mais par contre, ils ont accueilli M. Netanyahou à bras ouverts, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, on va bien remontrer les images du numéro qu'a fait Netanyahou à Toulouse, pour les gens qui n'auraient pas compris comment fonctionne la hiérarchie du pouvoir. Hein. Ça ressemblait, on mettra les images un peu au ralenti, à un film de Scorsese, hein, genre Les Affranchis. Nous avons un espèce de voyou, un chef de la mafia, qui vient mettre au pas et faire se soumettre l'appareil d'État, tout l'appareil d'État de la République française, hein, et socialiste, en plus des gens qui se disent de gauche, antiracistes, etc. On montrera les images. Hein. Benjamin Netanyahou dit bienvenue aux Juifs de France s'ils veulent s'installer en Israël. Je le comprends. Mais... Et tout ça au nom de quoi? De l'affaire Mera, c'est-à-dire encore d'un truc qui pue, où un petit dealer franco-maghrébin qui pouvait aller et au Pakistan et en Israël, c'est-à-dire qui était un agent évidemment de la DCRI, donc une sorte de Lee Harvey Oswald, a soi-disant tué des enfants qu'on nous présente comme juifs français, et qui étaient en fait des enfants israéliens, puisque le soir même, contre toutes les lois, qui normalement, quand il y a un crime de sang en France, il y a une enquête. Les corps ne partent pas 8 heures après dans des petites boîtes dans un autre pays. Les dépouilles des 4 victimes de la tuerie de l'école juive de Toulouse sont arrivées tôt mercredi en Israël. L'avion à bord duquel avait pris place une 50aine de proches des victimes, ainsi que le ministre des Affaires étrangères français Alain Juppé, a atterri vers 5 heures du matin à Tel Aviv. Je rappelle bien donc, que c'est des Israéliens qui ont été tués sur le sol français, dans une école, on va le rappeler, qui est conventionnée, ce qui est un scandale. Ce n'est pas une école qui professe l'égalité républicaine, l'antiracisme, etc. C'est une école qui vit selon la loi d'Israël. Hein. Déjà, c'est des pistes que je lance, ça. Il est absolument anormal que ces écoles confessionnelles soient subventionnées. On se plaindrait si une école coranique avait droit aux mêmes privilèges. Or, pour moi, c'est tout à fait... c'est tout à fait l'équivalent. Hein, voilà. Donc M. Netanyahou vient à Toulouse avec le prétexte de l'affaire Mera, qui sans doute d'ailleurs est une opération qui a été montée pour permettre à M. Netanyahou de venir à Toulouse, avec une justification toujours nous faire chialer sur des enfants morts que nous n'avons jamais vus. Hein. On ne sait rien de tout ça, on n'a rien vu. Hein. Il faut faire confiance aux médias, à M. Aziza. Hein. C'est comme son grand-père, quoi. Je veux dire, il faut les croire sur parole. Mais on n'a rien vu. On n'a pas vu de corps, on n'a pas vu de sang, on n'a pas vu de mort. On a vu que le scooter changeait de couleur selon les photos. Un homme arrive devant l'établissement sur un puissant scooter de couleur sombre. Il s'arrête, descend. Je veuille pas, c'est que je ne peux plus. C'était une moto ou un scooter? Une moto d'assez grosse cylindrée. De couleur noire? Blanche. On a vu que Mera, d'un seul coup, était un type de 45 ans, avec les yeux bleus, gros, avec une cicatrice sous l'œil. Martine a été entendue par la police. Elle a décrit le tueur, un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un œil. Il l'avait sur cette joue. Il était comme ça face à moi. Enfin, on est dans l'escroquerie intégrale et l'opération de basse police et de service, etc., mais qui justifie que M. Netanyahou, le criminel de guerre, assassin et boucher notoire de Gaza, fasse un numéro où il est applaudi par tous les élus socialistes. Et je demande qu'on mette un arrêt sur image et qu'on montre la tête que fait M. Payon quand il regarde Netanyahou nous chanter son ignoble chanson. Voilà, il fait chanter l'État français, c'est vraiment ça, c'est du chantage. Hein. Et là, regardez la tête de M. Payon, il ne regarde pas, à mon avis, l'égalité républicaine. C'est la terre promise qu'il voit. Mettez bien son visage et vous verrez ce que veut dire en France la laïcité. Hein. Voilà, c'est tout ça. Ça se voit de plus en plus, et c'est de plus en plus répugnant et obscène, parce que quelques jours après cet ignoble numéro, où une espèce de Hollande blême s'est soumis entièrement, et il a dit après, quelques jours après, « M. Netanyahou n'a pas été correct. Petite fiotte, tu es le président de la République de la plus vieille nation du monde, hein, et tu te fais, comment dirais-je, manipuler
comme je dirais, une tafiole de tôle par un Mac, hein, et puis 3 jours après, tu dis, il n'a pas été correct parce qu'il m'a obligé à chanter « Israël vivra », machin, etc. Ça veut dire, quel est le pouvoir du président de la République en France par rapport au sionisme? C'est de pleurnicher que l'autre l'a pris un peu plus profond que ce qui était prévu dans le protocole. On en est là. C'est plus que du déshonneur et de la honte, c'est du scandale et de l'obscénité. Voilà, hein. Et je rappelle que c'était quelques jours avant la dernière opération qui consiste à persécuter ce qui est le plus grande concentration à ciel ouvert du monde, qui est la bande de Gaza. Hein. On reviendra sur ce sujet juste après. Hein. L'armée israélienne a visé plus d'1 millier de cibles dans la bande de Gaza en 6 jours de raids aériens. Rien qu'aujourd'hui, au moins 10 civils et 2 cadres militaires du djihad islamique ont été tués par Tsahal, ce qui porte à plus de 92 le nombre de victimes palestiniennes. L'État hébreu a lancé mercredi l'offensive Pilier de défense pour mettre un terme aux tirs de roquettes qui visent quotidiennement son territoire, une opération aérienne qui pourrait bientôt être appuyée par une offensive terrestre. Le Premier ministre israélien justifie son opération militaire contre la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou affirme avoir reçu le soutien de ses homologues français et américains. Ces dernières 24 heures, Israël a clairement fait savoir qu'il ne tolérerait aucune attaque de roquettes ou de missiles contre des civils. J'espère que le Hamas et les autres organisations à Gaza ont reçu le message. Sinon, Israël fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre notre peuple. Alors la dernière opération sur Gaza, menée par le criminel de guerre Netanyahou, flanqué de son ministre Lieberman, qui, je le rappelle, sont, au niveau de leur position, des néo-nazis juifs. Hein. C'est pas moi d'ailleurs qui a inventé ce concept. Hein. Je crois que c'est le concept de Leibovitz. יש יודו-נאצים. זה מזעזע אותך? זה לא מזעזע אותי כלל, אני קובע עובדה. אני הגבעתי את כולי רק מפני שיש בני אדם שאינם יודעים את הדבר הזה, ולכן צריך להשמיע את זה באוזניהם בקול רם. שיש יודו-נאצים. מי שמשלים עם הכיבוש, משלים מדעת או שלא מדעת עם הרצח. היהודים הרבים. אבל הוא לא יחיה זמן רב בגללכם. Tout ce que je dis est validé par des juifs de qualité morale et d'intelligence supérieure, il n'y a pas de problème. Les juifs d'élite, les juifs supérieurement intelligents et moralement incarnant quelque chose de digne, donc qui ont déchiré le voile de la solidarité tribale vulgaire, sont tous d'accord avec moi. Hein. On peut en remettre à la liste chaque fois qu'on peut. Voilà, donc c'est pas le problème. Donc là, nous avons eu la dernière opération de Gaza qui consiste à balancer des bombes sur une population qui vit dans quelque chose qui est exactement équivalent au ghetto de Varsovie. Hein, c'est-à-dire, ils sont enfermés. Il y a une liste de, comment dirais-je, de produits interdits qui vont de des jouets pour enfants, etc., pour les amener, comment dirais-je, à la dépression collective et à les soumettre et les pousser au suicide. I mean, you can't call it anything else other than psychological warfare when it comes to those things. I mean, you're talking about an entire generation of children who are living in Gaza City, the most densely populated city on the planet, who have all grown up being rained on by bombs and bullets, watching their family members killed, watching their homes destroyed. And the fact that the blockade does not allow in toys for these children, it can't be called anything else but psychological terrorism. Et surtout de les chasser, parce que le projet, c'est effectivement
qu'à un moment donné, la terre sacrée d'Israël soit, comment dirais-je, entièrement vidée de tous les impurs. Il ne faut pas oublier que c'est un projet religieux, Israël, en dernière instance, puisque c'est un projet qui n'a pas d'autre constitution que la Torah et qui n'a pas de frontières. Premièrement, ce n'est pas un État de droit. C'est le seul État au monde où la Constitution ne fixe pas les limites du territoire. Dans tous les pays du monde, il y a une Constitution qui dit le territoire il commence là, il s'arrête là, et ça c'est notre pays. Israël non, parce qu'Israël c'est justement un projet d'expansion qui n'a pas de limite. Ce qui déjà le disqualifie comme démocratie, hein, il faut le savoir. Donc on a une fois de plus les fascistes juifs, parce que je rappelle qu'Israël c'est l'État juif, hein, c'est pas l'État des Israéliens. Donc les fascistes juifs, les nazis juifs, qui traitent effectivement le pauvre peuple de Gaza comme effectivement les Allemands traitaient effectivement les Juifs du ghetto de Varsovie. Hein. Le parallèle n'est absolument pas scandaleux, il est strictement valide. Hein. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est déclenché parce que, à un moment donné, bon, il y a une roquette qui est envoyée sur... Cette Jeep militaire israélienne patrouillait à l'est de la bande de Gaza quand elle a été touchée par une roquette tirée par des combattants palestiniens. Sur le territoire israélien, c'est-à-dire que les Palestiniens envoient une roquette sur le territoire que les Israéliens leur ont volé, je rappelle déjà, hein, et un petit truc qui fait jamais de mort. Bilan, 4 soldats israéliens blessés. Si on regarde les morts, c'est facile à voir. Et puis qui est une légitime colère et un acte de désespoir, et un acte de résistance. C'est-à-dire que là, je crois que la charte de l'ONU donne tout à fait le droit à des peuples opprimés et envahis illégalement, puisque voilà, les diverses annexions qui ont succédé à la partition de 1948 contreviennent à toutes les déclarations de l'ONU et aux injonctions de l'ONU, je le rappelle. Donc Israël est un État hors la loi, systématiquement et totalement. Donc on a effectivement une petite roquette qui est tirée parce que je crois que des enfants palestiniens ont été tués une fois de plus. Et d'un seul coup, au nom de cette roquette tirée, on tue le chef militaire du Hamas. Le chef des opérations militaires du Hamas a été tué ce mercredi à Gaza dans un raid mené par l'aviation israélienne. Ahmad al-Jabari se trouvait dans sa voiture dans les rues de Gaza quand il a été visé par un missile. Son garde du corps a succombé à ses blessures peu après. Les autorités israéliennes tenaient al-Jabari comme directement responsable d'actions terroristes ces dernières années. L'homme dirigeait les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas. En fait, ce chef militaire du Hamas, c'est celui qui maintenait la trêve entre le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il était l'homme de paix qui travaillait pour les Israéliens, pour la paix. Et il faut savoir que le Hamas avait accepté, comme l'avait fait l'OLP avant lui, finalement, une paix des braves, et était en train d'accepter la fin de la lutte armée. Ce qui voulait dire pour Israël, parce qu'il y avait des échéances, d'accepter qu'il y ait, en échange de ça, un territoire palestinien. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué, car, et je le dis précisément, les sionistes ne veulent absolument pas la paix. La paix pour eux leur donnerait l'obligation de respecter leurs promesses. Et vous le savez que c'est le peuple du mensonge. Hein. La devise du Mossad, c'est « par la ruse, nous triompherons hein ». Et que de toute façon, le Talmud donne le droit et même exige de mentir aux non-juifs, aux goy. Car asur l'igzol mi goy. Car il est interdit de voler un goy. Mais Taoud goy, s'il y a eu une erreur du goy, moutar, c'est permis. D'accord? C'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de voler un goy, mais s'il a fait une erreur, le goy, la banque s'est trompée, dis rien. On pourrait dire qu'il est interdit de tromper les goyim. Interdit de tromper les goyim. Mais si le goy s'est trompé de lui-même, charré, c'est permis. Le mensonge est le mode et le rapport à l'autre, il faut le savoir. Donc en fait, la promesse de paix, si les Palestiniens renoncent à la lutte armée, est un mensonge systématique. Mais surtout quand les Palestiniens d'épuisement et de souffrance finissent par l'accepter, là, les sionistes redéclenchent des violences pour que cette situation de paix n'arrive jamais. Ça a été la provocation de l'esplanade des mosquées par Sharon. Ariel Sharon est entouré de gardes du corps et de policiers tendus. Des fidèles musulmans et des députés arabes israéliens sont là et l'interpellent. Je suis venu avec un message de paix. Je crois que nous pouvons vivre avec les Palestiniens. Je suis venu voir ce qu'il se passe sur le lieu le plus sacré du judaïsme. Ce n'était pas une provocation.
qui a déclenché, je crois, la deuxième intifada. Et là, ça a été l'assassinat de l'homme qui était finalement l'homme de paix du Hamas. The guy they bumped off and killed, a military leader of Hamas, was engaged in negotiating with the Israelis and trying to prevent the ceasefire from breaking down. This has been published now in some American websites, the Daily Beast, for example. So we know exactly what was going on, and the Israelis ended that process by targeting and killing him. Il faut bien savoir, parce que c'est un constat général, que chaque fois que vous vous soumettez à la communauté des élus, vous êtes remercié de votre soumission par un châtiment, vous êtes puni. Cet homme du Hamas a été tué parce qu'il avait accepté la paix. Et parce que les sionistes n'en veulent surtout pas. Et que là, ils ont redéclenché la guerre, la violence, la haine, et qu'ils jouent, comme le Hamas va vers des négociations, sur la radicalité de groupes islamiques plus violents et plus radicaux, qui sont d'ailleurs en général pro-iraniens. Je rappelle que le Hamas est lié aux frères musulmans et est un groupe sunnite. Hein. Et donc voilà. Donc en fait, les Israéliens ont attaqué Gaza et refait un bain de sang pour empêcher les Palestiniens de Gaza, pour les empêcher d'accepter une paix qui déclencherait la reconnaissance à l'ONU d'un État palestinien. Le calendrier était là, et qu'on leur concède un petit Bantoustan. Même ça, ils n'en veulent pas. Donc en fait, chaque fois qu'un Palestinien dit « je veux bien la paix », il se fait tuer pour que derrière, un combattant reprenne le flambeau de la guerre. C'est exactement ce qui va se passer à Gaza demain. On voit bien que si on regarde ce qui s'est passé récemment, les Qataris étaient venus dire qu'ils étaient d'accord pour mettre de l'argent. Le Hamas a fait les choses en grand pour la visite de l'émir du Qatar, Cheikh Ahmed Ben Khalifa Al Thani, car c'est la première fois depuis 2007 qu'un chef d'État étranger rencontre le mouvement islamiste. La visite d'aujourd'hui annonce officiellement l'effondrement du blocus économique et politique imposé à la bande de Gaza par les forces de l'injustice. Tout ça participait d'un projet de paix et de faire un petit Bantoustan palestinien à Gaza qui sortirait de la lutte armée avec de l'argent du Qatar. C'est ça qui était en train d'être mis en place. Hein. Comment dirais-je, le Hamas avait lâché la Syrie et avait lâché son protecteur syrien, s'était tourné vers un protecteur qatari qui lui marche la main dans la main avec le monde atlanto-sioniste. Et donc c'est parce que cette situation était en voie de normalisation et que cette normalisation entre le Hamas, la bande de Gaza et Israël devait amener nécessairement à ce que les Israéliens tiennent leurs promesses, c'est-à-dire un petit État palestinien et la reconnaissance de l'État palestinien par l'ONU, puisqu'il n'y avait plus d'obstacle, puisque les Israéliens prétendent que l'obstacle, c'est la violence et le non-renoncement à la lutte armée. C'est un peu comme quand, pour avoir prononcé le mot caduc, Arafat a été empoisonné au polonium. La charte de l'OLP est maintenant caduque, a dit hier soir le leader de l'OLP. Cette charte prévoyait notamment la destruction de l'État d'Israël. L'abandonner, c'est faire un pas de plus vers la paix. Il faut qu'il soit clair que j'ai été élu sur un programme politique. Ce programme politique se fonde sur la base de 2 États. Quant à la charte, je crois qu'il y a une expression française. C'est caduc. C'est caduc, on dit en français, je crois bien. Ce qui tue finalement l'antisionisme, c'est quand il cesse de l'être violemment. On peut étendre ça de façon plus générale à ce qui tue finalement le goy, c'est quand il se soumet. Vous voyez, on a qui a viré De Gaulle malgré les services rendus, qui a viré Mitterrand malgré les services rendus. Finalement, la soumission, c'est la mort. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut comprendre cette logique. Et donc, cette agression de la bande de Gaza a été faite volontairement par les Israéliens pour pouvoir repousser encore et encore l'échéance de la reconnaissance d'un État palestinien. Je le dis qu'ils n'accepteront que le jour où il tiendra sur un timbre-poste. C'est-à-dire que ça sera un timbre. La volonté d'Israël, depuis toujours, c'est de faire le Grand Israël, qui est un projet religieux, et c'est d'annexer tous ces territoires-là, évidemment, et il n'y aura jamais d'État palestinien, c'est certain, en tout cas par la négociation, et tant que nous serons dans ce rapport de force, et notamment que Israël sera défendu par toute la communauté bourgeoise internationale, États-Unis, France, Angleterre, etc. C'est une certitude. Ce qui est à remarquer, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le flambeau de la résistance, même à Gaza, est tenu aujourd'hui par des groupes islamiques plus radicaux que le Hamas, qui, eux, sont sur une ligne pro-chiite, et de savoir que si la trêve a été acceptée par Israël, alors que normalement, on était reparti pour plomb durci 2, c'est parce que les Israéliens ont pu vérifier que les roquettes
qu'avaient les groupes armés palestiniens de Gaza étaient des roquettes de nouvelle génération fournies par l'Iran qui leur permettaient de toucher Tel Aviv, voire Jérusalem. Dans le ciel de Jérusalem, des volutes de fumée. La roquette lancée par la branche armée du Hamas a atterri dans un terrain vague, mais cela faisait des décennies que la ville sainte n'avait pas été ciblée. Une ligne rouge franchie, alors que Tel Aviv a essuyé pour la deuxième journée consécutive des tirs nourris. Entre Gaza, ici la pointe de Gaza et Tel Aviv, ou plutôt le centre de Gaza à Tel Aviv, c'est 70 km. Or, 70 km, eh bien c'est parfait si vous lancez des Fajr 5. Ce sont les missiles les plus avancés dont dispose le Hamas et ses alliés, le djihad islamique, des missiles de fabrication iranienne. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Si on était encore sur l'ancien équipement, ils ne se seraient pas arrêtés. Ce qui veut bien dire que c'est la leçon du Hezbollah, c'est que les Israéliens, finalement, n'acceptent des trêves face aux Palestiniens. Jamais quand ceux-là disent qu'ils veulent faire la paix, là, ils les assassinent, mais quand les Palestiniens leur prouvent qu'ils peuvent les blesser dans leur chair et leur tuer des citoyens, voilà, dans les villes importantes. À peine le cessez-le-feu est-il conclu que le chef en exil du Hamas crie victoire. Selon Khaled Meshal, le Hamas a su imposer ses conditions à Israël. L'offensive sur Gaza était illégitime et nous a obligés à nous défendre. Après 8 jours de combat, Dieu a écarté les sionistes du peuple de Gaza. Et ils ont finalement dû se soumettre aux conditions et aux exigences de la résistance. C'est-à-dire que finalement, ce qui protège les Palestiniens, c'est la capacité de réplique militaire. Hein. Ce n'est rien d'autre. Le reste, c'est l'humiliation certaine et même la mort certaine et la disparition certaine. C'est la leçon qu'on doit tirer de tout ça. Et finalement, moi, quand j'avais vu le Hamas tourner le dos à la Syrie, à une période très tragique, et accueillir à bras ouverts les Qataris, j'avais déjà dit que ça puait, que ça sentait mauvais, et voilà comment ils ont été remerciés. Pour ce qui est quand même une certaine forme de, je ne vais pas dire de trahison, parce que je n'ai pas le droit moralement d'exiger une fidélité qui leur coûte infiniment cher en mort et en souffrance, mais en tout cas, ils ont tendu la main à l'Israélien, et ils l'ont payé très cher. Il faut qu'on comprenne, voilà, il y a une morale derrière, et il y a une vision du monde. Une fois de plus, je ne fais que décrire une situation. Je fais de la sociologie, je fais du journalisme honnête. Hein, voilà. C'est la réalité. C'est la réalité, effectivement, de la question palestinienne. Voilà. Oui, alors, ça va permettre de rebondir. L'excuse permanente des sionistes, que ce soit les sionistes d'Israël ou les sionistes en France, comme sans doute M. Aziza, c'est de dire « nous avons le droit de nous comporter comme ça car nous avons eu la Shoah ». Je rappelle que cet argument est exactement l'argument du pédophile qui, quand il se fait attraper, déclare que lui-même, et on le vérifie, c'est vrai qu'il a été violé en tant qu'enfant. C'est une analyse clinique et une justification en termes de pathologie qui justifie un traitement, hein, une thérapie. Mais ça ne peut absolument pas être une, comment dirais-je, validation morale, vous voyez ? Et pour moi, aujourd'hui, la Libye de la Shoah pour le sionisme, c'est exactement la Libye du pédophile violé étant enfant. Hein, voilà. Le sioniste a les mêmes excuses que le pédophile. Voilà. Mais est-ce que ça justifie qu'on le laisse continuer à violer des gosses ? Non.